Bonjour et très content de vous retrouver et de retrouver surtout Éric Libio. Éric Libio qui a écrit un livre très personnel et vraiment un joli, très joli livre qui s'appelle Clint et moi aux éditions Jean-Claude Lattès. Et voilà, et donc on l'a invité, Éric, vieil ami des rencontres cinématographiques aussi, vieil ami de Cannes Cinéma. Pas vieux en tant que personne, hein, mais vieil ami parce que depuis longtemps. Et donc, parce que Clint Eastwood, c'est un de ces auteurs voilà, qui est au fond de son cœur, je pense, depuis très très longtemps. En tout cas, c'est ce qui semble être dans l'écriture de ce livre. Alors, voilà, Clint et moi, c'est venu comment cette idée de ce livre? Alors, bonjour à tout le monde. Il est effectivement au fond de mon cœur, mais je signale que parfois il m'agace un peu quand même, hein. Disons Oui, qu'il me oui, tout à fascine et il fait. m'agace, hein. C'est pas un On, on- amour, on mais reviendra là-dessus, justement. en fait, c'est venu parce que je travaillais à l'Express jusqu'à l'année dernière et pendant une vingtaine d'années, j'ai systématiquement rencontré Eastwood, fait des portraits, des interviews, tout ça. Et puis, à l'occasion de la Mule, j'ai proposé aux responsables une rubrique qui était un long récit d'une dizaine de pages, de faire vraiment un grand portrait sur Eastwood et d'essayer d'expliquer pourquoi, avec lui, c'est une espèce de mythologie un petit peu de l'Amérique qui est systématiquement en mouvement et les rapports que j'avais un peu avec lui, comment est-ce que Eastwood, qui parfois se réclame d'un républicanisme ou d'un libertarisme un peu excessif, dirons-nous, eh bien pourquoi il continue à fasciner tout le monde pour être un peu radical? Pourquoi est-ce qu'un mec de droite comme Eastwood fascine les gens de gauche si je résume un peu grossièrement la situation? Eh bien, parce que Eastwood, c'est quelqu'un qui est un artiste absolument fascinant, paradoxal, ambigu, étrange, empathique, etc. Et que c'était cette figure, cette médaille et son revers qui m'intéressait. Donc, j'ai fait un portrait d'une dizaine de pages, un long portrait où j'expliquais aussi le parcours que j'avais eu un petit peu avec lui. Et puis, parallèlement, il se trouve que les éditions Lattès, Clara Dupont-Mono qui travaille, elle essayait on essayait, elle et moi, de trouver un sujet en commun pour faire un bouquin, parce qu'elle voulait absolument, et j'en étais très heureux, que je signe chez eux. Et donc, je lui ai parlé de ce Clint Eastwood. Et en fait, l'idée m'avait aussi été un petit peu soufflée par Guillemette Odissino, qui est journaliste à Télérama. Parce qu'on partait de, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Samuel Blumenfeld à propos de Marlon Brando, c'est une espèce de rêverie autour de Marlon Brando. Donc, Pitman me disait, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas quelque chose autour de Clint Eastwood? Bon, donc ils ont dit oui, et donc je me suis mis à faire ce livre qui est à la fois, je passe en revue à la fois les films de Clint Eastwood, je raconte le parcours d'un cinéphile, en l'occurrence moi, parce que c'est quand même celui que je connais le mieux, et j'essaie de montrer comment est-ce que les films, parfois dans la vie, peuvent être si importants qu'ils décident un peu des choix de vie, des rencontres, qui peuvent résoudre des problèmes, qui peuvent répondre à des questions qu'on se pose, en tout cas que moi je me suis posé. Et donc c'est un livre qui brasse un peu tout ça dans une espèce de kaléidoscope que j'espère intéressant. Et justement, alors dans ces nombreux films, il y en a plus de 40, hein, je crois, Oui, enfin, en tant que réalisateur, plus tous les oui, films oui. qu'il a fait alors qu'il n'était qu'acteur. Dans tous ces films, justement, quels sont peut-être les 2 ou 3 films qui ont marqué ta vie, justement, et t'ont fait évoluer ou t'ont fait changer de direction? Bah, le premier, c'était Honky Tonk Man, que j'ai vu. Alors, parce qu'il faut savoir que moi, je suis brestois et je suis venu à Paris en 1980, à l'âge de 20 ans, faire des études de cinoche à l'université, pardon de cette parenthèse. Et à Brest, je n'allais pas tant que ça au cinéma. J'ai une cinéphilie qui est beaucoup passée par le livre, beaucoup plus que par l'écran, paradoxalement. Euh, et donc, du coup, Eastwood, en fait, j'avais pas vu de film de Eastwood avant de débarquer à Paris, où là, je me suis rattrapé. Et le premier film vraiment en direct, si je puis dire, que j'ai vu de lui, c'est donc Honky Tonk Man, qui est en plus le film où il a été un peu mieux considéré qu'il ne l'était, à savoir considéré comme un auteur, parce que c'est un film assez fordien, comme un auteur qu'il fallait peut-être regarder avec plus d'attention qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, où il était une espèce de héros de western, des western spaghetti, de Dirty Harry, de tout ça, donc une espèce
de stars un peu de série B. Et tout d'un coup, quand on a vu Honky Tonk Man, même la presse française s'est un petit peu remise en question et a fini par se dire que c'était sans doute un artiste intéressant. Et moi, ça m'a marqué parce que justement, je me suis rendu compte que avec les cinéastes, avec les artistes, il faut toujours un petit peu se réinterroger soi-même. Et quand on veut être critique de cinéma, eh bien, les choses ne sont pas aussi claires et que les artistes ont le droit d'évoluer et que les artistes ne sont pas sont peut-être plus paradoxaux, plus compliqués à comprendre. Et puis, je me suis rendu compte aussi que je préférais définitivement Eastwood à Antonioni, par exemple, et que parfois la critique française avait une certaine tendance à faire de l'auteurisme jusqu'au boutiste et à négliger tous ces cinéastes qui réalisaient des polars, des westerns, Don Siegel, Peckinpah, t'es bien passé pour le savoir, Gérard, toi qui as écrit un très beau livre sur Peckinpah. Donc je me suis dit que c'était quand même des cinéastes qu'il fallait regarder, des auteurs qu'il fallait observer avec attention, parce que mine de rien, le cinéma de genre, parce que Eastwood, entre le western et le polar, a beaucoup travaillé le cinéma de genre. Le cinéma de genre était quand même un cinéma témoin de son temps, beaucoup plus que le cinéma d'auteur radical, enfin à mon avis, qui est plus le témoin personnel d'un auteur. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais que le regard sur le monde, il passe quand même beaucoup plus par le cinéma de genre, me semble-t-il. Et donc, ça m'a ouvert un petit peu les yeux et je me suis dit que j'allais, en tant qu'étudiant et futur journaliste, même si je ne le savais pas, défendre ce cinéma-là et que ça allait être une espèce de chemin, non pas de croix, mais de chemin à suivre. Mais si je me rappelle C'est bien, trop long mes réponses, tu me dis. en 1971, quand sort Un frisson dans la nuit, premier film donc de Eastwood réalisateur, il y a un certain nombre de critiques qui y trouvent leur compte quand même là, en disant tiens, c'est original par rapport à ce qu'il avait fait avant en tant qu'acteur, quoi. Oui, oui, il trouve ça original, mais même Dirty Harry, c'est pas un film qui a été totalement détesté par la Absolument. critique française. D'autant que Don Cheadle était un cinéaste qui n'était pas inintéressant, il avait quand même fait À bout portant, etc. Donc, mais disons que c'est un cinéaste qu'on a regardé, Eastwood, je veux dire, qu'on a regardé quand même avec des pincettes. On trouvait que c'était intéressant, Un frisson dans la nuit, mais encore une fois, comme un cinéaste de série B, de polar, qui appartenait à un certain courant du cinéma américain dans les années 70. En tout cas, dans ces années-là, les années 70, beaucoup moins intéressant que pouvaient l'être des cinéastes comme Pakula, comme Sidney Lumet, qui avaient vraiment les faveurs de la critique française, aussi parce qu'ils étaient sans doute un peu plus à gauche, un peu plus politisés. Eastwood, c'est vrai qu'Un frisson dans la nuit était plutôt un thriller assez réussi, parce que si on regarde bien, c'est quand même la première fois, c'est quand même un grand film féministe, c'est quand même la première fois, parce qu'il est paradoxal, la méchante du film est une femme, et qu'en ces années-là, c'était pas le genre de personnage qu'on filmait comme une méchante. Et ça montre bien d'ailleurs ce que Eastwood voulait faire avec ses personnages, avec le genre, avec la bien-pensance, c'est qu'il aimait un peu détourner les codes et s'en amuser. Mais on le considérait quand même pas comme un cinéaste, oui, de cinéma de genre. Le cinéma de genre en France n'a jamais été très considéré. Donc on le prenait comme un bon divertissement, point. Et c'est quand même avec Honky Tonk Man où on a commencé à se dire, il est peut-être un peu plus intéressant qu'on ne le pensait. Et puis après Appel Rider, et puis après tous ces autres films. Et quel est le film qui le fait? Parce qu'aujourd'hui, bon, même s'il y a encore quelques grincheux qui ne le considèrent pas comme un auteur, il y en a plus beaucoup, je pense quand même. Quel est le film qui, on va dire dans la critique française ou européenne, fait que Eastwood devient un auteur incontestable? Ça a été impitoyable, parce que impitoyable, quand même, c'est la Donc en reconnaissance. 1992, hein. Oui, 92, c'est la reconnaissance de ses pairs, c'est des Oscars. Donc, il faut savoir que Eastwood a toujours enfin quasiment tout le temps eu du succès. Tous ses films ont rapporté énormément d'argent, à part quelques-uns, à part Bird, à part ses films les plus personnels, paradoxalement. Donc, c'est quand même un auteur très populaire, un acteur très populaire. Tous les films, même dans lesquels il a joué sans mettre en scène, c'était des succès. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était. Aux États-Unis, on aime bien le succès quand même. Donc, c'était quelqu'un qui était quand même très considéré, au moins pour ça, pour le succès, pour la vista, pour voilà, le côté très, très populaire. Mais
Hollywood, dans son ensemble, qui est quand même très à gauche, plutôt démocrate, bon, considérait Eastwood comme quelqu'un d'intéressant, mais pas à ce point-là non plus, il ne faut pas exagérer. Et Impitoyable a réuni tout le monde, le public, la critique, les professionnels. Voilà. Et comme en plus, Impitoyable, il y a eu 3 films qui ont été au même moment, c'est Impitoyable, Sur la route de Madison et Un monde parfait, qui pour moi sont les 3 emblèmes de la carrière de Eastwood, qu'il a tourné les uns juste après les autres, vraiment les 3. Ça a été, voilà, il devenait incontournable et totalement très très important pour le Hollywood. Et justement, si on en vient à Un monde parfait, donc qui est tourné après Impitoyable, Un monde parfait, c'est vraiment, heu, c'est un tournant quand même, je dirais, dans la filmographie de Eastwood, il me Oui, semble. je trouve ce film, enfin pour moi c'est le film de Eastwood que je préfère, je le trouve vraiment intéressant parce que alors c'est le film avec Kevin Costner, Clint Eastwood joue un chef de Rangers qui poursuit Kevin Costner qui est un, un prisonnier en cavale qui a kidnappé un gamin de 5 ans pour justement pouvoir s'évader et tracer la route et aller en Alaska, rejoindre sa famille. Et Eastwood donc le poursuit. Donc il joue un flic en gros. Personnage qu'il a joué quand même un certain nombre de fois. Le film se situe à quelques années avant, enfin non pas quelques années, quelques temps avant l'assassinat de Kennedy, donc à un moment où l'Amérique va basculer, à un moment donné où beaucoup disent que l'assassinat de Kennedy, ça a été le moment où l'Amérique a perdu de son innocence, où vraiment on s'est rendu compte que eh bien, les sourires de ce catholique irlandais et le côté très glamour, peut-être que l'Amérique n'était pas aussi glamour que ça. Et pour la première fois, Eastwood joue un personnage qui doute. Jusqu'à présent, il jouait plutôt des flics invincibles, des héros solitaires, des cow-boys, des mecs qui en avaient et qui étaient sans doute un peu moins clairs, un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, un peu plus ambigu qu'il n'y paraissait, mais en tout cas des mecs qui en avaient et qui résistaient au monde et qui avaient raison sur tout. Et là, pour la première fois, Eastwood joue vraiment un type qui doute. D'ailleurs, à la fin du film, c'est assez clair, hein, puisqu'il le dit, je ne voulais pas révéler la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais voilà, il joue un personnage qui tout d'un coup vacille sur ses convictions et se dit que le monde n'est plus du tout le monde tel qu'il l'avait, tel qu'il l'a vécu et tel qu'il l'espérait. Et tous les films que Eastwood va tourner par la suite, qui se situeront pas forcément à cette période-là, d'ailleurs, hein, parfois très contemporains de l'époque où il tournait le film, eh bien, il ne va jouer que des personnages qui justement perdent une fille enfin une fille putative dans Million Dollar Baby, un amour dans Madison, un copain dans un ami très proche dans Space Cowboy, etc., etc. Juste après Un monde parfait, ça va être le moment où Eastwood lui-même va se remettre en question et va commencer à douter de sa propre valeur et à se dire que eh bien, les hommes, les femmes sont sans doute pas si blancs que ça, pas si héroïques que ça. Partant du principe que Eastwood, le grand thème de Eastwood, ça a été la place du héros américain. Comment est-ce qu'on devient un héros aux États-Unis? Qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui? Et justement, alors, juste après Un monde parfait, en effet, il fait Sur la route de Madison, qui est quand même aussi une sorte de film tout à fait particulier dans l'ensemble de sa carrière de réalisateur. Alors, alors je défie, tu as pleuré toi à la fin de la route de Ah bah Madison, oui, on comme pleure tout le monde, tous. même au Ouais, bout de 10 est-ce fois. qu'elle va ouvrir la porte? Ah, est-ce qu'elle ouvre la portière de sa voiture? Mais moi, au bout de 10 fois, je pleure et je prie pour qu'elle ouvre sa portière. Elle ne le fait jamais. Eh oui, c'est Euh, vrai. il avait déjà réalisé, c'était son deuxième film, et c'est sans doute le film le plus méconnu de Eastwood, c'est un film qui s'appelle Drizzy, qui est une histoire d'amour déjà entre un architecte d'une soixantaine d'années et une jeune hippie d'une 25-30 ans. Une histoire d'amour comme ça qui dure quelques jours, quelques semaines, mais c'était un genre qu'il n'avait pas vraiment, poursuivi. Et donc là, il revient à un mélo, ce qu'on appelle un vrai mélo, quoi. Donc effectivement, parce qu'Eastwood a, mine de rien, à part le film de science-fiction, bien qu'on puisse considérer que Space Space Cowboy Cowboy. c'est un peu ça, mais c'est pas vraiment de la science-fiction. Il a fait tous les genres quand même, hein. C'est le seul cinéaste américain à avoir fait du polar, du western, de la comédie, du, Le film de euh, guerre. du film de guerre, du mélodrame, etc., etc. Un Donc film de sport.
des films de sport, oui, oui, non, vraiment. Donc, on peut aussi louer quand même sa curiosité, son appétence pour des choses nouvelles, sa façon de se remettre en question systématiquement, d'aborder des genres qu'il ne connaît pas, de se remettre en question, voilà, de prendre des risques aussi. Il faut quand même le reconnaître. Enfin, c'est quand même assez admirable. Hein. Il y a des cinéastes qui font toujours plus ou moins la même chose parce qu'ils sont un peu dans un confort. Bon, bref, fin de la parenthèse. Oui, sur la route de Madison, qui est un de ses plus gros succès, il a un peu surpris son monde. Hein. Il sort des westerns, des polars, et tout d'un coup, il fait un des films les plus émouvants et les plus mélodramatiques au bon sens du terme qui soit. Et il le fait avec une maestria, parce qu'on se moque de la scène enfin, on se moque de la célèbre, tout le monde s'en souvient en tout cas de la scène de la portière de la fin, là, quand elle a la main sur la portière et Meryl Streep décide de ne pas l'ouvrir. Quand on regarde vraiment cette scène-là, c'est d'une mise en scène, d'une précision, d'un timing. On pleure aussi à cause de ça. On pleure parce que le découpage, parce que quand on le voit sous la pluie, quand on le voit elle en train d'hésiter, quand on la voit elle en train d'hésiter, quand on voit la main sous la portière, quand on voit il monte de la voiture, etc. Enfin, tout le montage et le découpage, c'est un cas d'école de mise en scène brillantissime, quoi. Vraiment. C'est un très grand metteur en scène quand même. Hein. Il faut aussi s'en rendre compte. Ah ben oui, et c'est quand même les années 90 et début 2000 sont quand même les grandes années, non, de Eastwood, avec il y a Mystic River un peu plus tard. Oui, il y a Mystic River. Oui, alors après, on se rend compte aussi que comme la plupart des grands auteurs, hein, il n'est pas le seul, c'est quelqu'un qui, a abordé plusieurs genres, enfin quasiment tous les genres, et puis deux, qui petit à petit a commencé à… il a pas, c'est pas Citizen Kane, quoi. C'est pas Orson Welles qui a fait un chef-d'œuvre immédiatement, ou même Scorsese qui a fait des grands films tout de suite. Eastwood, il s'est toujours considéré comme un artisan, un laborieux. Bon, il le dit avec une… Je sais pas, faut pas forcément le croire, mais disons que c'est quelqu'un, ses meilleurs films sont venus à la maturité au bout de 10, 15 films. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment creusé son sillon. De toute manière, il n'était pas fait pour être metteur en scène, il n'en avait aucune envie. Enfin, aucune envie. Il n'avait pas imaginé l'être, en tout cas. Il a appris le métier. Ça, par contre, il faut le croire quand il dit que c'est un artisan. C'est comme ça qu'il est. C'est aussi pour ça qu'il marche sur les traces de Don Siegel, qui est l'homme qui lui a appris le cinéma, en gros, le metteur en scène de Dirty Harry. C'est vraiment ces cinéastes, et là on revient aussi au cinéma de genre, dire c'est des raconteurs d'histoire, quoi. C'est des gens qui prennent un scénario, qui prennent des personnages, qui racontent des histoires avec un début, un milieu, une fin, un suspense, un mort, une enquête, enfin tout ce qu'on veut, une vengeance, etc. Et donc qui sont amenés à donner de l'importance au récit. Et ça, c'est d'abord, c'est très américain quand même. Hein. Le romanesque est quelque chose de très américain, beaucoup plus qu'en France, par exemple. Filmer le corps est quelque chose de beaucoup plus américain qu'en France. En France, on filme le verbe. Aux États-Unis, on filme le corps. Toute la nation américaine est passée par le mouvement et par le corps. C'est-à-dire, ne serait-ce que l'histoire américaine, l'arrivée vers l'or, c'est une histoire de déplacement, c'est une histoire de mouvement, c'est une histoire de corps en déplacement. Et la culture américaine est vraiment basée là-dessus. C'est aussi pour ça qu'il y a plus de cinéastes de genre aux États-Unis qu'ailleurs, d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un aussi, en dehors de cette affection pour le genre, qui modestement s'est mis à raconter des histoires et petit à petit à tourner des films les plus ambitieux. Alors, évidemment, la reconnaissance aidant, l'argent, le fait qu'il avait plus de moyens, ça aide, bien évidemment. Mais quand on regarde sa filmographie, elle est, mine de rien, par rapport à l'ambition des films, elle est vraiment en progression. Il ne cherche pas dès le début à faire Citizen Kane, ou à faire des grands films de certains autres cinéastes. C'est vraiment quelqu'un, ou à faire Duel, ou à faire Le Parrain, comme fait Coppola, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a une espèce de modestie artisanale à construire une carrière. Et ça, c'est assez remarquable aussi. Mais est-ce qu'il écrit la plupart de ses scénarios? Est-ce qu'il part de scénarios déjà qu'on lui donne, ou est-ce que c'est avant tout ses propres idées? Alors, il n'a pas écrit, il n'est jamais crédité au scénario, absolument jamais. Par exemple,
contrairement à un mec comme Hitchcock, par exemple, qui n'écrivait pas ses scénarios, mais lui, souvent, était un peu crédité parfois, parce qu'il y participait. Mais alors, on sait que Eastwood y participe, mais il me l'a dit plusieurs fois, il ne sait pas partir de zéro, quoi. Inventer une histoire, il en est strictement incapable. Mais par contre, quand il y a un scénario, ben, il se rend compte si les personnages l'intéressent, et puis il demande des modifications, il demande sans doute à ce que le personnage lui parle beaucoup plus intimement, s'il y a un peu des manques. Donc il ramène toujours les histoires à lui, il ramène toujours les personnages à lui. À chaque fois, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est systématiquement le thème du héros, des personnages un peu ambigus, un peu troubles. C'est à la fois la médaille et son revers, ce sont des personnages qui ne sont pas clairs, qui sont dans le paradoxe humain, comme absolument tout le monde. Et juste petite incise pour la réponse de tout à l'heure, on se rend compte quand même d'abord, s'il a tourné des très grands films, il en a aussi tourné des très mauvais, il faut le dire, ou en tout cas des films mineurs. Et il lui est arrivé quand même de réaliser des films mineurs entre deux grands films. C'est quelqu'un qui adore tourner, qui adore les histoires, et qui, à un moment donné, parce qu'il n'écrit pas les scénarios, donc ben, il tourne un peu ce qu'on lui présente, même s'il y a Eastwood, il a effectivement énormément de propositions, mais il a parfois une envie de tourner une histoire qui, mine de rien, n'est pas si bonne que ça, qui au final, ben, ça marche moins bien. Mais il a encore ce côté artisan qui fait qu'il est capable de tourner Créance de sang, qui n'est pas très bon, juste avant Mystic River, qui est un très grand film. Et ce côté, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de tourner des films parce que je suis sur un tournage et que j'adore ça. C'est pas comme Terrence Malick qui tourne un film tous les 5 ans et qui attend le chef-d'œuvre à chaque fois. Et l'un n'est pas meilleur que l'autre. Hein. Je dis juste que le côté un peu artisanal de Eastwood est assez, enfin, se vérifie par sa filmographie. C'est vrai que quand on voit le 15h17 pour Paris, par exemple, on ne peut pas dire que c'est un film réussi, quoi. Bah, non seulement c'est son plus mauvais film, mais c'est un vrai mauvais film. Voilà. C'est n'importe quoi ce film. C'est d'un ennui absolu. Moi, je pense qu'il a décidé de faire ce film pour partir 3 mois en Europe, parce que ça se passe en Europe, en France, à Venise, en Allemagne, en Autriche, etc. Donc, je pense qu'il voulait partir de chez lui pendant 3 mois et qu'il a trouvé le premier scénario qui tombait, même si paradoxalement, c'est aussi c'est en fait un film qui reflète les obsessions d'Eastwood, parce que c'est aussi qu'est-ce qu'un héros américain, puisque c'est l'histoire des 3 GI, des 3 marines américains qui ont sauvé l'attentat dans le Thalys, Bruxelles-Paris, joué au cinéma par les 3 vrais marines, ce qui n'est sans doute pas la meilleure idée qu'il ait eue, parce qu'ils sont quand même très mauvais. Mais disons que le thème du film, c'est qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui, voilà. Donc ça correspond vraiment à ce qu'il a toujours raconté, sauf que le scénario est d'une bêtise son nom, quoi. Ouais. Mais bon, il a souvent, bon, celui-là c'est vraiment un très grand ratage, mais il y a plein de films qui sont très mineurs quand même. Alors on retrouve les obsessions de Eastwood dans absolument tous les films, mais La Relève est quand même pas très bon, Créance de sang est pas bon non plus. En plus, comme c'est pas un très bon comédien non plus, donc quand le film n'est pas bon, ben, lui est vraiment très mauvais. Mais je crois qu'il s'en fout, et puis ça fait même partie du personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à faire des chefs-d'œuvre à chaque fois, et on pensait qu'il avait un peu que sa carrière déclinait quand il fait Au-delà ou Jersey Boys, et puis après il nous fait American Sniper et La Mule et Gran Torino, quoi. Donc voilà, il est capable Le à Car Richard 90 Jewell, ans de faire des grands films. qui pour moi est un film intéressant. Lequel? Le Car Richard Jewell. Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. Mais quand il fait Gran Torino, il a 89 ans, quoi. C'est quand même assez impressionnant. C'est Je impressionnant. crois qu'il va être comme Molière, hein. Il va mourir sur un plateau de Ouais. cinéma. Je ne vois pas comment il peut faire autrement. Il ne peut pas prendre sa retraite. Là, il a annoncé qu'il fait un nouveau film. Donc, Il en a fait jusqu'à 2 par an, même, non? oui, il tourne très vite. Il tourne très vite. En plus, c'est là aussi le côté très artisanal, c'est-à-dire il est avec la même équipe depuis des années, le même chef opérateur, ou en tout cas l'assistant du chef opérateur précédent. Enfin voilà, à chaque fois, c'est des filiations. Le même monteur, le même musicien, donc les mêmes techniciens. Donc les gens, ils savent comment travaille Eastwood. Il fait 1 ou 2 prises, grand maximum. Il va très vite. Il est toujours en dessous des budgets. Il est en dessous des agendas. Donc il est capable effectivement de faire 2 films par an.
Oui, mais c'est bien pour Hollywood. Là. Hollywood, c'est certain qu'il ne peut rien lui interdire. Bon, ben, non, d'abord parce que, il a été, là aussi, on voit l'intelligence du bonhomme, c'est qu'il a monté sa boîte de production Oui. dès le début avec Dirty Harry, dès ses premiers films. C'est Les Proies, le premier film que Malpasso Compagnie a tourné. Et puis après, il a été producteur d'absolument tous ses films, même s'il était affilié avec Warner, le grand studio. Et Warner lui a refusé un seul film, c'est Million Dollar Baby. Euh, le patron de Warner, je ne sais plus qui c'était, mais il venait de changer, et puis il a dit, mais vous savez, un film sur la boxe, ça n'intéressera personne. Et donc, Eastwood, bon, faut pas le dire deux fois, Eastwood, il est quand même assez obsessionnel, donc il est allé chercher un autre studio, il a trouvé, c'était la Fox, et puis le film a été un carton, a eu des Oscars, et donc Warner s'est dit, bon, ben, d'accord, on va te dire oui à tout. Et donc, il n'a jamais eu de difficulté, parce que ces films, il avait aussi l'intelligence de si vous voulez faire des films personnels comme Burn, par exemple, qui a été un de ses plus gros échecs, alors que c'est un de ses plus beaux films, sans doute, l'histoire de Charlie Parker, Ah oui, c'est magnifique. il a dit oui à Pink Cadillac, qui est un film, une espèce de petit polar très mineur, parce que Warner lui a dit bon, d'accord, on vous paye Burn, mais alors vous nous faites un film plus populaire qui va ramasser de l'argent. Il a souvent fonctionné comme ça, Eastwood, parce que c'est un type qui comprend le système, qui l'a un peu plié à ses propres obsessions. Et donc, comme il n'a pas non plus l'ambition d'être un des plus grands metteurs en scène du monde, il comprend qu'il va falloir faire un film très moyen pour faire un film très personnel. Ça, je trouve ça c'est assez intelligent de sa part aussi. Oui, parce que moi, le maître de guerre me pose toujours un problème quand je l'ai revu il y a une dizaine d'années. Je me dis, est-ce que vraiment c'est du second ou du troisième degré? Euh, Bon, je bah, je pense, l'espère, mais par moment, j'en étais pas sûr. après, c'est disons. Bon, après, il faut aussi. Eastwood, c'est quand même un libertarien républicain. Hein, c'est pas un Oui, gauchiste oui, non oui. plus. Hein, faut pas exagérer. Moi, je l'aime aussi parce que j'aime bien les bad guys et puis j'aime bien les gens qui forcément qui ne me ressemblent pas forcément. J'aime bien être un peu agacé, troublé, déstabilisé par les films et par des personnages. Et Eastwood est vraiment l'emblème de ça. C'est aussi pour ça que je l'aime bien, enfin que vraiment j'ai une passion pour lui. C'est parce qu'il ne me plaît pas tout le temps non plus. Mais je reconnais qu'il a quand même une cohérence artistique assez impressionnante. Donc le maître de guerre, moi je pense ça comme un second degré. Je pense qu'il se moque un peu des espèces de vieilles badernes militaires. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est pour le port d'armes, qui est plutôt pour la loi, pour la rigueur, qui est voilà. Donc l'armée, il se moque pas de l'armée, il se moque plutôt. Il s'est toujours un peu Oui, moqué de lui-même, de l'image de macho qu'il avait, etc. ouais. L'autodérision est quelque chose qui fonctionne beaucoup chez lui. Mais ça reste quand même un mec, voilà, un républicain. Enfin, il n'est pas tout à fait républicain, mais enfin, plutôt un mec de droite. Quoi. Il détestait Obama. Je pense qu'il a voté Trump. Cette année, je ne suis pas sûr, mais il y a 4 ans sûrement. Et en même temps, il détestait Bush aussi. Il ne supportait pas l'invasion en Irak. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un il est contre la peine de mort, il est pour le mariage homosexuel et pour le port d'armes. Et des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. En général, quand on est pour le port d'armes, on est plutôt contre le mariage homosexuel. Enfin, je ne voudrais pas faire de séparation aussi nette, mais enfin, globalement, c'est un peu ça quand même, la société américaine. Elle est parfois assez binaire. Et lui, ben, il navigue entre tout ça. Il est vraiment pour l'expression personnelle absolue. C'est-à-dire, si on veut se marier avec quelqu'un du même sexe, et ben, lui, il s'en fout. Il dit, ben, si vous vous aimez, c'est votre problème, c'est pas le mien. En tout cas, c'est votre choix, en tout cas, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'ai le droit d'avoir envie de porter une arme. Il est pour le choix absolu de conscience de tout le monde. Il a un côté réac humaniste, en fait. Oui, c'est bien résumé, c'est ça. Conservateur humaniste. Conservateur humaniste. Conservateur humaniste. Oui, oui, c'est exactement ça, oui. Oui, oui. Oui, parce qu'il est très en avance sur les grandes lois sociétales. Il n'y a aucun souci pour lui. Là. Il est, voilà. Jugé coupable, vous regardez jugé coupable, c'est un plaidoyer contre la peine de mort, quoi. Vraiment. Ouais. Et puis, il Alors y a que, ces deux grands. alors, Oui, pardon. non, je dis alors que très souvent, quand vous rencontrez quelqu'un qui est encore un peu, qui se mouche un peu de nez devant Eastwood, il va te dire, oui, il est pour la peine de mort, il est pour machin. Alors que non, c'est quelqu'un qui est plus complexe et plus paradoxal que ça. Oui, plus paradoxal aussi, si on regarde, il est, pour compléter disons, ce que pourrait dire justement quelqu'un quand il dit que, c'est aussi dire qu'il est réac pour la peine de mort et tout, on pourrait dire aussi qu'il est macho. Or, quand on voit certains de ses films, on se dit non.
Oui, bah, je prenais l'exemple tout à l'heure d'un Frisson dans la nuit, où Magnum Form, le deuxième, où le personnage secondaire, c'est une femme et il commence à se pincer du nez parce qu'il ne supporte pas d'avoir une femme comme adjointe. Et en fait, ben, la femme, il lui sauve la vie, elle lui sauve la vie. Et il finit par comprendre un peu comment, voilà, finir par l'accepter. Le film avec Sandra Locke, pardon, je regarde rapidement parce que je ne me souviens plus Merde, comment il s'appelle ce film-là? Il y a Honky Tonk Man qui est quand même un grand Oui, film. L'épreuve de force, voilà, pardon. L'épreuve de force, pendant tout le film, il ne cesse de briser menu son image de macho et le personnage principal, c'est Sandra Locke, c'est la femme. En fait, il fait dans l'épreuve de force, lui joue un flic et puis elle joue une prostituée qui doit amener parce qu'elle doit comparaître à un procès contre des mafieux. En fait, c'est le pendant un peu thriller années 60-70 de toutes les comédies américaines, les screwball comédies, où au lieu de se dire qu'ils New s'aiment, York, ils s'engueulent, Miami tu et vois. d'autres. Voilà, Cary Grant et Audrey Hepburn, et Catherine Hepburn, pardon, New York, Miami, tous ces films-là. Ben là, au lieu de se dire si je t'aime, au lieu de se dire je t'aime, ils se foutent sur la gueule, quoi. Ils n'arrêtent pas de se bastonner. Mais c'est un grand film féministe. Alors, c'est pas un féministe, faut pas exagérer non plus. C'est comme ça Non. reste quand même, voilà. Mais c'est pas, alors il est déjà misogyne, ça jamais. Et c'est pas un macho, ou en tout cas quand il joue des rôles de macho, à chaque fois, il met en pièce son image de macho telle qu'on pouvait l'avoir. Disons que systématiquement, de toute manière, Eastwood prend un revers l'image qu'on peut avoir de lui, quoi. Oui. Oui, l'aspect macho, facho et tout ça, c'est jamais vrai. Moi, il y a deux portraits que je trouve magnifiques, c'est quand même Meryl Streep et Angelina Jolie dans l'échange, quoi. Meryl Streep sur la route de Madison Ouais. Et et, Million de Dollar et, Baby, c'est quand même un portrait de femme et Million absolument Dollar Baby, magnifique. bien entendu aussi, oui, tout à fait. Et l'échange, effectivement, c'est peut-être son plus beau portrait de femme, son film le plus féminin, je dirais pas féministe, son film le plus féminin, l'histoire vraie de cette femme à qui on a kidnappé un enfant et à qui les institutions essayent de lui en redonner un autre dans les années 20. Une histoire vraie, d'ailleurs, absolument dramatique. Et Angelina Jolie, est absolument formidable. C'est là où on voit que c'est une très grande actrice. Là aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et effectivement, c'est un portrait de femme, d'une femme qui se bat, contre le pouvoir des hommes à cette époque-là, dans les années 30, aux États-Unis. C'est vraiment un très, très grand film, sans doute assez méconnu aussi d'ailleurs. Méconnu et, dans mes souvenirs, très mal apprécié au Festival de Cannes quand il était sorti. Oui, alors voilà. Je pense il a strictement rien eu au Festival de Cannes, hein, et d'ailleurs depuis il soude un petit rancœur envers le Festival de Cannes. Effectivement, à revoir le film, j'avais tendance à penser que Mystic River aurait pu être une Palme d'Or, et à revoir l'échange, je pense qu'il aurait pu aussi être très haut dans le palmarès. Et là encore, on se heurte à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que parfois, le jury de Cannes, et Dieu sait si j'aime bien le Festival de Cannes, mais il y a quand même une façon de regarder le film de genre avec des pincettes, que ce soit le western ou le polar, Pale Rider par exemple, ou le polar avec Mystic River ou avec l'échange. On dit c'est pas un film d'auteur, alors c'est quand même une bêtise, c'est un peu agaçant. Ouais. Alors, si on reste sur le genre, justement, qu'est-ce que pour toi, Eastwood a amené au western? Parce que quand il commence à faire des westerns, lui, en tant que réalisateur, on estime que le western est moribond. Et qu'est-ce qui fait que ces films ont quand même du succès, ces westerns, alors que le western est en train de chuter? Qu'est-ce qu'il apporte peut-être de nouveau, ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui fait que ces westerns fonctionnent? Bah, disons que je pourrais répondre en racontant l'anecdote à propos de José Wells sur la loi, qui est donc son deuxième western, hein, après L'Homme des Hautes Plaines, 76. 76. Au départ, Eastwood était le producteur, il était le héros, enfin l'acteur. Il ne devait pas réaliser le film, ça devait être Philip Kaufman qui devait réaliser. Philip Kaufman, c'est le futur metteur en scène de L'étoffe des héros, notamment, et de L'insoutenable légèreté de l'être. Et Philip Kaufman voulait faire du héros José Wells quelqu'un de très réaliste. C'est l'histoire d'une vengeance, hein. C'est l'histoire d'un fermier dont la famille se fait massacrer par des
une horde de soldats à la fin de la guerre de sécession, et il décide de se venger, de se venger des assassins de sa femme et de son fils. Kaufman voulait en faire un héros très réaliste, quoi, un peu dur, un peu sale, voilà, de montrer un pays à la guerre de sécession qui était totalement irréconciliable avec une difficulté à rebâtir une nation. Il voulait faire ça, et puis Eastwood, lui, n'était pas du tout d'accord. Il voulait en faire effectivement parfois un héros réaliste, mais aussi avec une certaine ambition mythologique, mythique, considérant que le cinéma, c'est aussi de la mythologie. Donc, il voulait de la mythologie, du baroque. C'était à la fois John Ford pour le réalisme, et puis peut-être un peu plus Sergio Leone pour le côté baroque et mythologie. Donc, ils se sont engueulés, et comme Eastwood, c'est le producteur, ben, du coup, il a viré Philippe Kaufman, et il a donc réalisé le film. Et cette histoire montre bien un peu ce que veut Eastwood dans ses personnages, c'est-à-dire qu'il y a un côté aussi très réaliste dans la plupart de ses films, évidemment, parce qu'il a fait plein de biographies, J. Edgar Hoover, Bird, on en a parlé, etc. Donc il y a un côté assez réaliste en Pete Kaufman, mais systématiquement, il y a une mythologie en mouvement chez Eastwood. C'est quelqu'un qui a une grande passion pour les grands maîtres du cinéma, que ce soit Walsh, Ford, Hawks, etc. Et pour lui, l'imaginaire du cinéma, la culture américaine, eh bien, elle s'est bâtie sur cette mythologie-là, sur la mythologie du cinéma, sur les stars, sur Hollywood, etc. Donc à chaque fois, tous ces personnages, on développe comme ça une mythologie, un imaginaire qu'il offre aux spectateurs, et c'est aussi pour ça que ça me fascine, parce que pour moi, le cinéma américain, c'est évidemment de la mythologie en marche. C'est un imaginaire commun, c'est le soft power américain. Et je trouve que Eastwood a parfaitement réussi dans ses films l'alliance entre cette mythologie et le réalisme. Voilà, et tous ces films. Et Impitoyable, c'est ça aussi. Impitoyable, c'est le réalisme le plus noir, le plus dur. Et en même temps, à partir du moment où c'est un film qui tourne la page du western, enfin de ses westerns à lui, bah, ça veut dire qu'il met en scène aussi la mythologie du western à travers Impitoyable, en disant bah voilà, c'est la fin d'un genre, c'est la fin d'une époque, etc., etc. Donc il y a un côté un peu de nostalgie. La mythologie se mêle de nostalgie, et en même temps, c'est un grand film réaliste sur les origines de la violence. Donc systématiquement, il est comme ça. Et puis il sait bien que lui, c'est de la mythologie. Eastwood lui-même, c'est de la mythologie en marche. C'est aujourd'hui un des plus grands auteurs, enfin c'est le plus vieux déjà. Et bon, c'est un type, ça fait 50 ans qu'il fait des films. C'est la vraie mythologie, Eastwood, quand on le voit en vrai. Moi, je l'ai vu 7-8 fois, même la 8e fois, ça me fascine, quoi, de voir ce type-là que j'ai vu dans une cinquantaine de films, et ça me trouble, ça me fascine, ça m'émeut de voir la mythologie en marche. Donc il sait très bien que lui, la part de mythologie qu'il représente dans le public mondial, américain, français, européen, etc. Donc il est tout le temps dans ces deux images, du réalisme et de la mythologie. Et ça, il l'a dans tous ses personnages, et notamment dans le western, il apporte ces deux dimensions. Et ben, moi, je trouve cette dimension, paradoxalement, elle apparaît énormément dans Grand Torino. Alors, Gran Torino, oui, tu as tout à fait raison. C'est une espèce de méta. Il y a deux choses quand même que Eastwood a fait et que personne d'autre n'a fait. Il y a Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Il est en train de tourner de Mémoire de nos pères, qui est un film sur cette photo mythique de la bataille d'Iwo Jima pendant la guerre mondiale, où des soldats américains plantent un drapeau américain sur l'île d'Iwo Jima parce qu'ils viennent de gagner la bataille. Et donc le film raconte comment est-ce que la propagande américaine réutilise les soldats qui ont été présents sur ces photos pour l'effort de guerre, pour motiver les... Bon, bref. Donc il fait ce film-là. Et pendant qu'il tourne, il se dit c'est quand même incroyable, ces Japonais qui ont défendu l'île d'Iwo Jima, qui savaient qu'ils allaient mourir, parce que le déséquilibre entre l'armée américaine et l'armée japonaise était flagrant. Donc, je ne sais pas quel était le rapport de nombre, mais enfin, c'était évident que les Japonais allaient mourir. Et il s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut continuer à défendre, à se battre, alors qu'on sait qu'on va mourir? C'est quand même une question assez profonde, quoi. Et il s'est dit, mais j'ai envie de raconter cette histoire. Donc, il s'est
il s'est basé sur sur les lettres qu'envoyaient ces soldats japonais à leur famille, en disant tous, on va mourir, etc. Et donc, il a raconté avec Lettres d'Iwo Jima l'envers. Il a fait un film et puis il en a raconté l'envers, des deux côtés de la bataille. C'est la première fois que ça se faisait. Il n'y a pas un cinéaste. C'est un petit peu comme si John Ford racontait dans La prisonnière du désert le film qu'on connaît, et puis après racontait le Natalie Wood et la vie de Natalie Wood chez les Indiens, quoi, si tu veux. C'est un peu ça, tu vois, le truc. Et donc, ça s'est jamais fait. Et tout d'un coup, d'abord, le film Lettres d'Iwo Jima est 1000 fois supérieur à Mémoire de nos pères. C'est un de ses plus grands films. C'est sans doute sa meilleure mise en scène. Et on sent que c'est vraiment un sujet sur la notion de sacrifice. C'est un sujet qui l'a passionné, et ce film est absolument admirable. Donc, le côté lui-même est à la fois la médaille et son revers, et il a même réussi à raconter une histoire en racontant le revers et sa médaille, ce qui est quand même assez fascinant. Et l'autre chose avec Gran Torino, j'y reviens, pardon, de cette parenthèse, effectivement, c'est un film intéressant parce que, alors, on va être peut-être obligé un peu de raconter la fin, mais c'est un film où il met en scène son propre personnage, ce qui est aussi assez rare. Je ne sais pas si ça, à ce point-là, ça a déjà été fait dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire d'une espèce de vieux atrabilaire, raciste, grognon, misanthrope, etc., qui, petit à petit, parce qu'il va rencontrer un de ses voisins qui fait partie des Hmong, qui est une population d'Asie, donc des immigrés asiatiques qui viennent aux États-Unis, et puis il va finir par s'amadouer, et à la fin, alors je ne raconte pas la fin, mais parce que c'est quand même dommage de dévoiler la fin, mais disons qu'à la fin, il va mettre en scène le personnage de Clint Eastwood lui-même dans une espèce de scène finale où il tourne la page avec sa propre filmographie. Et c'est assez étonnant parce que ça ne s'est jamais fait, c'est-à-dire que le personnage eastwoodien, par excellence, qu'il a déployé, déployé dans une trentaine de films, d'un coup, il met en scène toute sa carrière, il met en scène son personnage et il lui dit au revoir. Donc, c'est en ce sens, c'est une espèce de méta-cinéma, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de cette histoire classique, j'allais dire, il arrive à raconter ce que lui a représenté dans l'imaginaire des gens. Et ça, c'est assez incroyable. C'est fascinant, en tout cas. Et puis, bon, on a encore quelques minutes. Il y a un film, moi, que j'ai été voir avec un peu de recul et qui m'a, là aussi, que j'ai trouvé vraiment très, très, très intéressant, et même plus, c'est Sully, parce qu'il mêle à la fois le film catastrophe et le film de tribunal, quoi, qui est une sorte de genre aux États-Unis, enfin même en France aussi, dans certains cas. Et il mêle ces deux éléments, et moi je trouve que ça fonctionne parfaitement. Et puis là, pour une fois, il n'y est pas en tant qu'acteur. Oui, alors c'est un film, là encore une fois, alors Sully, c'est l'histoire de ce pilote de ligne qui a à Méry, si je puis dire, ou à Rivieri, c'est une histoire vraie, hein, son avion sur l'Hudson à New York, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, souvent tous les passagers, ils avaient décollé, il y a eu un problème technique, et la seule solution, ils n'avaient pas le temps de revenir à l'aéroport, enfin sur la piste d'atterrissage, et donc il a atterri son avion sur la rivière. Et donc, il a sauvé tout le monde, il n'y a eu aucun mort et tout ça. Donc, effectivement, là encore, thème eastwoodien, comment est-ce qu'un homme banal, enfin un pilote de ligne, un type comme toi et moi presque, est devenu un héros? Et puis comment est-ce que le héros est remis en cause par la société américaine? Comment est-ce que comment est-ce que la société américaine peut ou ne peut pas accepter la figure d'un héros? Et c'est vrai, tu as raison, c'est à la fois un film catastrophe parce que toute la scène de l'amérissage est assez étonnant. Et puis après, il se fait emmerder par l'administration. Il faut dire que Eastwood déteste l'administration quelle qu'elle soit. Donc, il se fait emmerder par l'administration. Et ça, c'est un truc d'ailleurs, autant, pour moi, autant en France, on connaissait l'histoire du type qui a Méry, autant tous les problèmes qu'il a eu après, moi, je t'avouerai que je n'étais pas du tout au courant. Donc, pareil, comme tu dis, il fait de films de genre assez classiques, le film catastrophe et le film de procès, bien un film eastwoodien par excellence, avec une figure eastwoodienne. Et puis je pense qu'il prend Tom Hanks, parce que Tom Hanks, c'est un peu James Stewart, c'est-à-dire c'est l'acteur préféré de l'Amérique, c'est celui qui représente l'Américain moyen, l'Américain gentil, l'Américain, voilà. Ça aurait été Eastwood, déjà,
quand on sait l'image que Eastwood a dans l'imaginaire américain, toujours un peu décalé, un peu ambigu, là, il prend James Stewart, quoi. C'est Frank Capra, en fait, ce film-là, tu vois. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser que quand on regarde les castings des films de Eastwood, il a une science du casting. Tu vois Mystic River quand il prend Tim Robbins, Sean Penn, Kevin Bacon, tous ces films, Meryl Streep, Hilary Swank dans Million Dollar Baby, Angelina Jolie, on en a parlé. Tous ces films, et qu'on regarde, c'est une pertinence dans le choix des comédiens qui est quand même assez étonnante. Et c'est pas pour rien que tous les acteurs américains, enfin hollywoodiens, même s'ils sont plus démocrates que démocrates, veulent tous tourner avec Eastwood, quoi. Mystic River, Tim Robbins, quand même, qui est quand même le plus à gauche de tous les acteurs américains, sans doute avec Sean Penn aussi, ne rêvait que d'une chose, c'est de tourner avec Eastwood. C'est donc il y a, voilà, alors ils sont sans doute un peu moins sectaires qu'ailleurs, mais il y a quand même une fascination pour ce type-là, évidente. Et si on pousse plus loin, Sully, pour moi, il reprend vraiment la même thématique absolue, sauf que c'est pas dans un procès qu'il est remis en cause. C'est le cas Richard Jewell, où là aussi on a quelqu'un qui devient un héros et qui va être contesté totalement après. Ben, oui, encore une fois, c'est sa grande obsession et sa grande thématique, c'est-à-dire comment une société qui doit rendre les gens libres, qui doit un peu foutre la paix aux gens, comment il est quand même très très anti-institution, anti-administration, anti-État, Eastwood, hein, il supporte pas ça. Ça, c'est des trucs, moi je suis pas d'accord avec lui Déjà là-dessus. dans Dirty Harry, Voilà, donc là-dessus, oui, le cas Richard Jewell, c'est ça. Bon, lui inverse parce que tout d'un coup, il y a une critique des médias américains qui est assez forte. Mais effectivement, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut toujours être un héros aux États-Unis, quoi. En fait, c'est ça. ouais. Est-ce qu'il n'y a pas toujours des gens qui viennent nous emmerder parce qu'on a fait quelque chose de bien, on a agi dans le bien, parce que c'est quand même ça, hein, que ce soit Sully ou Richard Jewell. Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours des gens qui viennent nous emmerder derrière, quoi. C'est un peu ça. Et ça, c'est vraiment une obsession eastwoodienne par excellence. Alors, on va peut-être, puisqu'on arrive doucement vers la fin, est-ce qu'il y a des questions? Déjà, je voulais te remercier dans un premier temps, parce que Maintenant, ça avec a plaisir. été passionnant, Eric, tout ce que tu nous as dit. Et je conseille vraiment la lecture d'une traite de Clint et moi, Faut faire des pauses, parce hein, que quand c'est même. vraiment passionnant. Voilà, et puis c'est très personnel. Voilà, on est dans une sorte de voyage autour de ce personnage, et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans ce livre. D'ailleurs, j'aimerais te poser, pendant que vous préparez vos questions, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que ça fait? Tu le mets un peu dans ton livre, mais quand tout d'un coup, après la troisième, quatrième ou cinquième interview que tu fais de lui, il te dit bonjour Eric. Bah, après, je suis pas dupe du truc parce que je sais que les Américains fonctionnent beaucoup comme ça. Ils se souviennent des prénoms des uns et des autres. Il y a un côté comme ça très chaleureux, très empathique avec les Américains. Mais non, ce qui m'avait fait, pardon de cette anecdote très personnelle et un peu égoïste. Non, là où j'avais vraiment été très impressionné, c'est quand il y avait une cinquantaine de journalistes comme ça réunis pour un cocktail où ils recevaient une palme d'or d'honneur et qu'il est venu à ma rencontre, mais uniquement moi, quoi. Il a dit bonjour à personne sauf à moi. Et là, je dois dire que j'avais envie de mourir sur le moment, quoi. Mais On ne dort pas de la nuit après. hein. On ne dort pas de la nuit après. Non, mais c'est vrai, ça m'a fait. Là, pour le coup, Euh, j'ai rencontré quand même pas mal de gens dans ma mm. vie de journaliste, plutôt des grandes stars et tout ça, mais là, j'avais jamais vécu ça et je dois dire que c'est un moment assez, assez émouvant quand même. Ouais, je m'en Mais doute. bon, moi, ce que tu disais, je suis très. Je suis un gamin, moi, devant. Même quand je rencontre le DiCaprio, je suis un gamin, même s'il a 30 ans de moins que moi. Cette mythologie-là, ça me fascine, quoi. Ces grands acteurs-là me fascinent et ça me fait toujours quelque chose de les rencontrer, quoi. Bah, Mais on bon, y est tous, il a hein. été plus Enfin, gentil en que tout les cas, autres. moi c'est pareil, hein. Je suis devant ces gens-là, on ne sait plus quoi dire, mais on est heureux, hein. J'attends qu'il m'invite pour passer des vacances ensemble maintenant. Voilà, bah, écoute, j'espère que ça arrivera. Eh ben, écoutez, on va remercier chaleureusement Eric. Merci beaucoup, Eric. Et puis, Ah non, donc à lundi. Voilà. avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui ont écouté
avec attention. Et puis maintenant, ça va aller sur Internet, tout ça. Et donc, il y aura des milliers de personnes qui t'entendront, j'espère. Voilà. Merci Gérard, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Et Merci. Alain,